Alors donc bonjour à tous, je vais vous parler donc du diagnostic donc des tumeurs mésenchymateuses avec plus particulièrement la partie anatomie pathologique donc sur les tissus mous. Vous aurez une séquence spécifique ensuite sur les pathologies gynécologiques qui sera faite cet après-midi par Sabrina Croce, et ensuite vous aurez des sessions plus sur la pathologie osseuse mais ou d'autres sessions sur les gystes et sur les tumeurs pédiatriques. Donc je vais essayer de faire quelque chose, j'ai essayé de faire quelque chose de général parce que en 40 minutes c'était quand même un peu compliqué, sachant que vous êtes vraiment de toutes les spécialités possibles. Donc je m'excuse d'avance pour les pathologistes qui ne vont pas apprendre grand chose, mais j'ai essayé d'être assez généraliste. Alors, tout d'abord des définitions. Qu'est-ce qu'on appelle les tissus mous? Donc, ce sont tous les tissus mous non épithéliaux extrasquelettiques, à l'exclusion des viscères, du tissu lymphoïde et du système nerveux central. Comme on vous le disait, il y a à peu près en France 5000 nouveaux cas par an. Ce qui est important à savoir, c'est que ça correspond à uniquement 1% des tumeurs malignes de l'adulte. Je l'ai pas mis en oui, pardon. Merci. Et à peu près à 15% des tumeurs malignes de l'enfant. 99% quand même de ces tumeurs sont bénignes, et il existe à peu près 150 types histologiques actuellement décrits dans l'OMS 2013, qui va, comme vous l'a dit Sylvie, être republié en 2020. Avec probablement encore de nouveaux types histologiques. Donc la rareté finalement de ces lésions, associée au très grand nombre de types histologiques qui sont actuellement décrits, rend en fait le diagnostic pathologique extrêmement compliqué pour un pathologiste qui n'en voit pas régulièrement. J'ai souvent tendance à dire à mes internes et même aux chefs de clinique que finalement les gens qui voient ce genre de lésions ne sont pas meilleurs que d'autres, et simplement ils en voient régulièrement. Et on est finalement bon uniquement dans ce qu'on fait régulièrement. Donc cette difficulté diagnostique, comme on vous l'a dit, est illustrée par le fait que les discordances diagnostiques sont de l'ordre de 30%. Alors qu'est-ce qu'on appelle discordance diagnostique? C'est-à-dire qu'on va nous envoyer un cas en nous disant que c'est un sarcome, et on va en fait trouver que c'est une tumeur soit bénigne, soit en fait une tumeur maligne mais non sarcomateuse, ou à l'inverse, une tumeur bénigne qui va être prise qui correspond en fait à un sarcome. Donc à peu près un tiers des cas, c'est quand même assez conséquent à envisager. Donc je vais passer assez vite sur la pathogénie qui vous a été expliquée. Finalement, on ne connaît pas grand-chose actuellement, à part des éléments qui sont assez bien identifiés, qui sont l'irradiation, particulièrement dans les contextes des cancers du sein, qui vont être en diminution du fait de la pratique maintenant assez extensive finalement des ganglions sentinelles et diminution des radiothérapies dans ces indications. Quelques facteurs génétiques, alors je n'ai pas listé, mais il y en a les plus fréquents, on vous en a parlé, la neurofibromatose de type 1, le syndrome de Gardner dans le cadre d'APC, le rétinoblastome, et un virus qui est classiquement identifié, qui est HHV8 dans le sarcome de Kaposi. Alors, j'ai repris finalement des choses assez simples qui sont finalement comment on prend en charge en fait de manière globale une tumeur des tissus mous en reprenant finalement toutes les spécialités. Et ce que je vais insister, c'est ce qui transparaît déjà dans tout ce qu'on vous a présenté, c'est que la prise en charge de ces tumeurs, elle doit être absolument multidisciplinaire. On ne peut pas traiter un sarcome tout seul dans son coin et dans sa spécialité. Il faut vraiment que ce soit une démarche qui soit intégrée à toutes les spécialités. Je vais vous parler également de l'approche diagnostique dans les tumeurs des tissus mous et insister sur une chose qui est vraiment fondamentale pour nous, qui est de dire que pour pouvoir faire un diagnostic, il faut qu'on intègre des données cliniques, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir ces données cliniques et on va interpréter ensuite la morphologie uniquement en fonction des données cliniques que nous avons pu obtenir. L'examen immunohistochimique, bien sûr, et la moléculaire. Le moléculaire ne fait pas tout. On nous a souvent dit que le moléculaire allait finalement remplacer les pathologies, mais je vais vous montrer que finalement, une anomalie moléculaire finalement ne fait pas un diagnostic, et on a besoin vraiment d'intégrer l'ensemble des données. Et je vous parlerai enfin du grading histologique, qui est vraiment l'élément qui va permettre aux oncologues finalement de traiter les patients, et l'émergence actuellement du grading moléculaire. Alors, quelques éléments fondamentaux, quelques éléments qu'il faut garder en tête. Donc, ce sont des tumeurs rares qui doivent donc nécessiter une prise en charge multidisciplinaire. Le dogme qu'on répète souvent, toute tumeur des tissus mous, sous aponévrotique ou profonde, et ou supérieure à 5 cm, est suspecte de sarcome jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est un exemple d'une tumeur. Donc, vous avez effectivement en surface la peau, ensuite ce qui est en jaune, le tissu hypodermique, ensuite ce qui est un peu plus nacré, c'est l'aponévrose, ce qui est rose autour, c'est du muscle, et vous avez cette jolie lésion nodulaire, cette lésion nodulaire bien limitée qui correspond effectivement à un sarcome et qui est suspecte.
ici d'être maligne et conjonctive. Donc, quelques notions simples. Lorsque vous avez cette suspicion, il faut faire une exploration radiologique et, comme on vous l'a déjà dit, le premier bilan d'imagerie nécessaire, c'est l'IRM qui permet, ou l'échographie, mais l'IRM qui permet d'avancer. Et l'extension à distance va être guidée par le scanner thoracique. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les tumeurs conjonctives malignes, donc les sarcomes, ont une tendance à évoluer principalement donc, vers les poumons dans plus de 70% des cas. Elles n'ont généralement pas de propension à évoluer par voie lymphatique, donc il n'y a généralement pas d'indication de curage ganglionnaire dans les sarcomes, à part quelques très rares sous-types. Autre chose, on sait qu'à peu près à 5 ans, tous les patients qui vont faire des métastases les auront fait, et donc l'évolution, on sait qu'à partir de après 5 ans, on sait si le patient finalement ne va pas récidiver ou ne va pas faire de méta. Ce qui est fondamental, lorsque vous avez une suspicion des tumeurs dites donc profondes et ou sous la pauvreté supérieure à 5 cm, il faut effectuer une exploration radiologique, ensuite une présentation en RCP. Le RCP va comporter donc à la fois des chirurgiens, des radiologues, des oncologues, des radiothérapeutes et des pathologistes. La liste de ces RCP, je vous la donnerai après, ou le moyen en tout cas d'y accéder, elle passe par des réseaux de référence qui ont été structurés à partir de 2010, sous la forme initialement en fait, de 3 réseaux, qui sont répartis de manière assez homogène en France. 3 réseaux, donc le réseau REPS, le réseau NETSARC et le réseau RESOS. Le réseau REPS, c'est le réseau des pathologies spécifiques. Le réseau NETSARC, le réseau des cliniciens, et le RESOS, c'est spécifiquement donc, toute la partie osseuse. Chacun, en fait, des villes en France, des grosses villes en France présentent donc une RCP qui va comporter chacun de ces spécialités. Et actuellement, donc il s'agit de structures qui a été labellisées par l'INCa entre 2010 et 2019. Et en 2019, ces 3 réseaux en fait, ont fusionné pour créer un seul réseau qu'on appelle NETSARC+. Au bout du compte, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va avoir un réseau qui va être fusionné et encore plus interdépendant. Il y a 25 centres donc en France qui comportent à chaque fois une RCP qui est l'élément pivotal et autour de lequel va être articulée finalement toutes les spécialités. Avec des missions spécifiques qui ont été données par l'INCa, bien sûr des missions d'expertise, des missions de recours, d'élaboration de référentiels, de formation bien sûr des personnels médicaux et paramédicaux, une fonction de recherche, de structuration bien sûr au niveau national et permettre également un accès aux patients de ces spécialistes. Alors, je vais vous parler un peu plus donc, de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est la partie relecture, enfin la partie pathologique. Finalement, on peut se demander à quoi ça sert finalement la double lecture, bien qu'on ait déjà un petit peu insisté finalement à la finalité. Ça sert à quoi ? Ça, comme je vous ai dit, c'est le problème, c'est que le diagnostic des sarcopes est extrêmement difficile, car c'est rare et le nombre de diagnostics possibles est extrêmement variable, que ce soit dans les tumeurs bénignes, les tumeurs à malignité intermédiaire ou les tumeurs malignes, qui sont vraiment les sarcomes. La discordance diagnostique étant telle, c'est ce qui avait motivé l'INCa finalement à demander une relecture systématique de tout nouveau cas de sarcome, donc c'est à peu près 5000 cas en France, ce qui peut être absorbable finalement par les réseaux, et gystes et tumeurs desmoïdes à partir du 1er janvier 2010. Donc actuellement, alors je ne vous ai pas mis les chiffres, mais on est sur un taux de recouvrement à peu près en France qui est supérieur à 90 à 95%. Donc à peu près, le réseau absorbe et voit tout nouveau sarcome en France. Cet objectif, en plus de la double lecture, est un objectif d'effectuer des techniques de biologie moléculaire systématique dès qu'il existe une suspicion d'anomalie moléculaire sous-jacente. Donc, comme on en avait parlé et vous en a dit Sylvie, à peu près la moitié des sarcomes présentent des anomalies moléculaires simples qu'on peut mettre en évidence de manière assez facile, on va dire, dans des laboratoires de pathologie. Et la plupart de ces anomalies, associées aux données cliniques et aux morphologiques, sont spécifiques de ces entités. D'ailleurs, dans la dernière classification OMS que je vous parlerai après, la définition prend en compte les données morpho, les données immunohistochimiques et également les données moléculaires pour à peu près la moitié des sarcomes. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples. On en reparlera. Celui le plus connu, c'est l'amplification d'MDM2, qui est présent dans les liposarcomes bien différenciés et dédifférenciés. On vous parlera des mutations des gènes c-KIT et PDGFRA dans les gystes, ou les mutations donc, de CTNNB1 ou de la bêta-caténine dans les tumeurs desmoïdes. Le troisième objectif du réseau était l'enregistrement donc en temps réel dans une base partagée, qui est, dont je vous montre ici la première page. En fait, c'est une base qui est en ligne, accessible par l'interface web classique.
L'intérêt, c'est qu'on a un bilan en temps réel. Alors là, je vous ai fait une copie d'écran en fait, qui date du 10 décembre et qui permet de voir en fait, le nombre de patients qui sont enregistrés dans la base. Donc vous avez à peu près, depuis le 1er janvier 2010, 48 000 patients qui sont enregistrés dans cette base. Donc ce sont des bases qui sont extrêmement intéressantes, que nous envient beaucoup de structures en Europe et même dans le monde, parce que c'est des bases qui sont extrêmement exhaustives, qui sont remplies en temps réel et qui comportent à la fois des données cliniques, des données ANAPAT et des données évolutives, ainsi que les décisions d'RCP. Ainsi qu'une banque de données virtuelle pathologique. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet qui d'ailleurs est une base pour des études dans différents domaines. Donc, ce qui est également intéressant, donc c'est une base qui va être connectable également avec, qui peut être mise en connexion avec des bases également internationales. Elle est en anglais. Et par exemple, sur le petit item là, vous avez la liste par exemple des RCP et éventuellement des interlocuteurs que vous pouvez recruter ou interpeller dans vos régions respectives. Alors, des choses simples, mais je vais passer assez vite sur les histoires de biopsie donc, qui ont été bien dit. Tout ça pour vous parler, en fait, donc, que la biopsie radiologique est quelque chose, effectivement, qu'on va extrêmement prioriser. Des trocars de 18 gauges, c'est vraiment le minimum. On est plutôt maintenant, effectivement, sur des trocars de 16 gauges. Alors, nous, en tant que pathologiste, plus on a de matériel, plus on est content. Hein. Donc, si vous voulez faire plaisir à votre pathologiste, il faut lui faire vraiment plein de biopsies. Donc, voilà, avec ces exemples. 3-4 biopsies, c'était vraiment ce qui était le référentiel avant. Maintenant, on est actuellement sur des biopsies plutôt de 6. C'est vraiment le minimum puisqu'on fait de plus en plus de techniques effectivement derrière en plus du diagnostic. Alors ce qui était important également de dire, c'est qu'il nous faut une fixation qui se fasse sur du formol tamponné à 4%. C'est à peu près maintenant assez reconnu et fait même dans les labos privés, mais il faut absolument proscrire un liquide qui est un liquide jaune qui est en bas à gauche, qu'on appelle le liquide de Boin, car toutes les techniques de biologie moléculaire derrière sont généralement impossibles à faire derrière à cause des fragmentations en fait, produites sur les acides nucléiques produits par ce fixateur. D'autre part, on recommande, et c'est d'ailleurs une recommandation de l'INCa, de congeler systématiquement au moins un fragment biopsique, dans le cadre des recherches pour toute suspicion de sarcome. Alors, je redis des choses un peu simples, mais bon, c'est bien de répéter les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait une biopsie diagnostique finalement par rapport à une exérèse d'emblée? Parce que c'est vrai que l'objectif, c'est pas d'embêter les particuliers de patients. Et pourquoi on n'opère pas d'emblée? Ce serait quand même beaucoup plus simple. Alors, il y a plusieurs raisons simples. Hein. Tout d'abord, c'est que c'est pas toujours une tumeur conjonctive. Hein. J'ai des cas encore de la semaine dernière où c'était vendu c'était une tumeur des tissus mous et en fait, ça correspondait à une localisation d'un lymphome. Donc, effectivement, on n'est pas du tout sur la même prise en charge derrière. Donc, première chose, il faut s'assurer que c'est bien une tumeur conjonctive. Deuxième élément qu'on vous répétera, on sait que la survie des patients qui ont une exérèse R0 d'emblée va être supérieure à la survie des patients qui ont été opérés en 2 ou en plusieurs fois. Et dernière chose, la plupart du temps, de plus en plus, on peut proposer aux patients des traitements néoadjuvants qui vont être indiqués, éventuellement radiochimiothérapie associée. Et donc c'est une perte de chance possible pour les patients si il n'y a pas un diagnostic, bien sûr, et si un traitement adapté n'est pas proposé aux patients. Alors, on va parler juste de l'approche diagnostique pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on réfléchit quand on a une biopsie, quand on reçoit une biopsie au laboratoire. Il y a 30 ans, c'était un peu comme ça, c'est-à-dire que le diagnostic, il était sur les informations cliniques et sur la morphologie uniquement, et on arrivait à un diagnostic. Je pense qu'à cette époque-là, ils savaient ce qu'ils voulaient, mais ils étaient probablement pas toujours dans le vrai, mais ils ne pouvaient pas faire mieux, ils n'avaient en tout cas pas les moyens de faire plus. Est apparu il y a à peu près, et donc finalement, les tumeurs des tissus mous, c'était un peu ça, c'est-à-dire que c'était vraiment un gros bordel. C'était très mal rangé, et finalement, on ne savait pas de quoi on parlait. L'émergence qu'il y a depuis une vingtaine d'années, c'est deux choses. C'est l'émergence d'une part de l'immunohistochimie qui a permis de mettre en évidence au niveau des tumeurs d'expressions protéiques qui vont être spécifiques de certaines tumeurs. Donc ça a permis effectivement de mieux catégoriser les tumeurs. Et l'événement qui a été vraiment fondamental dans l'évolution des tumeurs des tissus mous et leur démembrement, c'est l'avènement de la biologie moléculaire qui a extrêmement démembré toutes les tumeurs des tissus mous. Il y a encore des choses qui continuent à se faire, particulièrement en pathologie pédiatrique, mais chez l'adulte, ça commence à être un petit peu assez calé quand même maintenant. Toujours est-il que la biologie moléculaire a effectivement amené énormément de choses.
Comme je vous ai dit, ce qui est ça, c'est, on en parle souvent avec les oncologues, on a 150 types histologiques dans les sarcomes, et actuellement, pour traiter, on va dire, les sarcomes, il y a quoi? 2-3 chimiothérapies. Donc il y a... Je suis méchante, oui, je sais, mais bon, c'est justement pour faire réagir un peu. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment une discordance très importante entre l'évolution et le démembrement qu'a eu finalement la pathologie versus les possibilités thérapeutiques qui ont été développées pour la prise en charge des sarcomes. Il y a quelques, bien sûr, on peut parler des gystes à côté, bien sûr, il y a d'autres choses, mais on sent qu'il y a vraiment encore des choses à faire. Donc maintenant, c'est un peu ça, c'est bien rangé, c'est beaucoup mieux rangé. Il y a encore des petites zones où c'est un petit peu mal rangé, surtout en pédiatrie, mais on est encore sur des cas encore plus rares, mais ça commence à être bien rangé. Donc, j'insiste bien sur le fait que lorsqu'on va faire un diagnostic, on va avoir besoin de l'ensemble de ces données cliniques, morpho, immuno et la biologie moléculaire. La biologie moléculaire seule ne va pas vous donner un diagnostic. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin des informations cliniques? Parce qu'on ne va pas, comme vous le disait Sylvie ce matin, pas réagir de la même façon. Si on parle d'adulte ou d'enfant, chez l'enfant, on va penser plutôt à ce qu'on appelle plutôt des sarcomes, soit à cellules rondes ou à cellules monotones, les Ewing, les synoviales, les rhabdomyosarcomes. Chez l'adulte, plus fréquemment, on va avoir plutôt des légumiosarcomes ou des sarcomes indifférenciés. Le sexe peut être important, notamment chez le garçon. La tumeur desmoplastique à cellules rondes intra-abdominales est extrêmement fréquente. Enfin, on va dire chez la femme, c'est extrêmement rare. Et le fait d'avoir une tumeur intra-abdominale chez le garçon doit nous faire évoquer éventuellement cette hypothèse. Les localisations sont très importantes. Localisation digestive ou à proximité d'une paroi digestive doit faire suspecter une gyste, en intra-abdominal jusqu'à preuve du contraire, et en rétropéritonéal. Plus de 80% des tumeurs du rétropéritonéal sont des liposarcomes bien dits ou des différenciés, donc il faut y penser. La taille, bien sûr, est importante, supérieure à 5 cm, gardez cette notion, il y a une suspicion de sarcome. Alors la morphologie, c'est là où je vais mettre un petit peu d'imagerie, j'en ai pas mis beaucoup, enfin de photos, mais j'en ai mis un petit peu. Je vais d'abord vous parler donc, de la classification OMS, qui est le livre de chevet de tout pathologiste qui fait du sarcome. Il y a 2 bouquins. Il y a ce bouquin-là qui va être renouvelé l'année prochaine. Et il y a un deuxième bouquin qu'on appelle le Blue Book, donc le bouquin bleu, qui a été fait par 2 Américains. Enfin, une Américaine, Sharon Weiss, qui est toujours plus vraiment en activité, mais enfin qui est encore au congrès. Et puis Hensinger, qui sont 2 pathologistes américains qui ont fait une sorte de bible qui est extrêmement bien documentée et qui, on va dire, qui remettent au goût du jour assez régulièrement. Alors, si on parle de l'OMS, comment est-ce que ça fonctionne? L'OMS, à l'inverse des autres OMS, en fait, des autres pathologies, ici, va fonctionner sur le type de tissu qui va être formé par la tumeur, et non pas à partir de la cellule à partir de laquelle on pense que la tumeur est supposée se développer. Donc, ça a l'air un peu bête, mais c'est vrai que c'est un élément qui est vraiment très différent de la plupart des autres classifications d'autres tumeurs malignes. Donc l'OMS classifie en fait les tumeurs en 11 catégories, donc tumeurs d'aspect adipeuse, tumeurs fibroblastiques, tumeurs fibrohistiocytaires, donc je ne fais pas la liste ici, vous pouvez la voir vous-même, avec surtout, je vous attire votre attention sur la dernière ligne, qui est les tumeurs dites à différenciation incertaine. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de tumeurs, ça ressemble à rien de physiologique au niveau de l'organisme, donc on ne sait pas trop d'où ça dérive, et il y a un certain nombre de tumeurs, notamment par exemple les synovialosarcomes, on ne sait vraiment toujours pas à quoi ça peut ressembler, on pensait que ça pourrait ressembler initialement à des synoviales. C'est une erreur en fait historique parce que c'était souvent localisé à côté d'une articulation, mais en fait on pense que ça ne ressemble pas du tout à une synoviale normale. Alors, chacune de ces catégories va être divisée en 4 catégories. Les tumeurs bénignes en haut, les tumeurs malignes en bas, et au milieu, une catégorie qui a été initiée lors de la classification OMS 2013, qui sont les tumeurs à malignité intermédiaire. Donc c'est ce qui est en orange, qui ont 2 évolutions possibles, tumeurs à potentiel de récidive locale, donc uniquement un risque d'agressivité locale, soit des tumeurs qui ont un potentiel métastatique faible. Alors on reviendra là-dessus, mais de manière, on va dire, globale, les sarcomes ont un risque métastatique de l'ordre de 30 à 50%, pour être assez global. À l'inverse, quand on parle de tumeurs à potentiel métastatique faible, c'est inférieur à 5-10%. Donc on est sur des risques métastatiques beaucoup moins importants, c'est pour ça qu'ils ont été un petit peu individualisés dans l'OMS. Alors ça, c'est la classification donc OMS, qui est reconnue, internationale, et on a une petite spécificité française,
qui vient de pathologistes éminents qui ont pris leur retraite il n'y a pas longtemps, qui étaient le professeur Jean-Michel Coindre et le docteur Dominique Rancher, qui avaient initié en fait une manière pour les pathologistes finalement de classifier les tumeurs, alors qui n'était pas en contradiction avec l'OMS, mais qui permettait pour les pathologistes d'avoir une analyse morphologique et non pas une analyse en fonction de la différenciation des cellules. Je vous explique. C'est-à-dire que pour nous, ça va être plus facile de dire est-ce que la cellule elle est carrée, est-ce qu'elle est cubique, est-ce qu'elle est ronde, est-ce qu'elle a un fond myxoïde, plutôt que de dire d'emblée elle a une différenciation musculaire lisse ou éventuellement une différenciation adipeuse, c'est assez facile à voir, mais dans les tumeurs par exemple à cellules fusiformes, ça peut très bien être une différenciation musculaire lisse, une différenciation fibroblastique ou voire une différenciation adipeuse mais qui est un peu immature. Donc cette classification-là, c'est vraiment la base de ce que moi j'ai appris et ce que la plupart des pathologistes en France ont appris pour bien reconnaître les tumeurs et qui permettent vraiment d'avoir un abord plus facile morphologique. Alors je vous explique. Là, par exemple, les tumeurs à cellules fusiformes, je vous ai mis juste un exemple ici. Donc fusiforme, ça veut dire que ça ressemble, comme vous le disiez, à un aspect en fait de faisceau de muscles. Donc c'est très allongé. Donc vous voyez ici, les cellules sont très allongées avec en bleu, donc c'est le noyau, et ce qui est un petit peu plus rosé, c'est les limites cytoplasmiques. Et vous voyez que le noyau est très allongé, très en faisceau. Donc lorsqu'on a cet aspect morphologique de tumeur à cellules fusiformes, on a cette série d'hypothèses diagnostiques qui doivent s'ouvrir pour nous. Et là, on va ensuite céder de l'immunohistochimie pour dire c'est peut-être une fascite nodulaire, c'est peut-être un leiomyosarcome, c'est peut-être un fibromyxome ou un myxofibrosarcome. Donc, mais ça ouvre en fait des catégories de listing de tumeurs. Alors, autres aspects, c'était juste pour avoir un petit peu d'illustratif. Donc à droite, vous avez les aspects myxoïdes. Myxoïde, ça veut dire c'est bleuté. C'est généralement assez corrélé à ce que voient en imagerie les radiologues, avec ce fond très bleuté, un petit peu évanescent. En bas à gauche, vous avez un exemple de tumeur donc à cellules rondes. Donc les noyaux sont effectivement bien ronds par rapport à ce que vous voyez en haut pour les tumeurs à cellules fusiformes. Et donc tumeur à cellules fusiformes, c'est pareil, ça va nous ouvrir une série d'hypothèses diagnostiques, que ce soit un Ewing, un synovialosarcome, éventuellement un rhabdomyosarcome, etc. Ensuite, en bas à droite, vous avez pléomorphe. Alors, le côté pléomorphe veut dire que les cellules présentent des aspects morphologiques extrêmement variables de l'une à l'autre. Vous voyez qu'il y a au milieu, vous avez des énormes cellules. Alors, je ne sais pas si on peut le voir ici, mais je n'ai pas de pointeur. Vous avez donc des cellules qui ont plusieurs noyaux. Donc, cet aspect pléomorphe veut dire pour nous que ce sont des tumeurs qui n'ont pas d'éléments moléculaires drivers. C'est-à-dire que si vous regardez les trois autres aspects fusiformes, myxoïdes et ronds, je vous ai mis, les cellules, entre elles se ressemblent toutes. On appelle ça, on parle de tumeur monotone. Lorsque morphologiquement la tumeur est monotone, c'est assez facile de se dire intellectuellement que toutes les cellules vont avoir la même anomalie qui va leur donner le même aspect morphologique. Donc lorsqu'on a une tumeur monotone, où les cellules se ressemblent toutes, qu'elles soient fusiformes, rondes, ou alors sur un fond myxoïde, on va rechercher une anomalie moléculaire. Lorsqu'on est dans le cadre des tumeurs à cellules pléomorphes, on pense que c'est des tumeurs qui vont avoir plein d'anomalies moléculaires qui ne sont absolument pas récurrentes et qu'on ne va pas retrouver d'un patient à un autre. Et là, on va juste regarder quelques lignes de différenciation, mais on ne fait pas de moléculaire, on va dire, fin sur ces tumeurs. Alors, l'immunohistochimie, comme je vous l'ai dit, ça nous aide pour classer les tumeurs une fois qu'on a notre cadre morphologique, fusiforme, pléomorphe, rond, etc. Donc quelques exemples, je vous dis, on a plus de 100 à 150 anticorps disponibles et encore, on pourrait en avoir beaucoup plus. Généralement, l'intérêt, c'est pas de faire les 150 anticorps. L'intérêt, c'est que la morphologie plus la clinique, ça va nous éveiller une hypothèse, quand on a l'habitude d'en voir, en se disant, il faut absolument cibler. Et même le grand jeu, à la fin, particulièrement pour Jean-Michel Coindre, c'était de dire, vous avez la clinique, la morphologie, un anticorps ou deux peuvent suffire. Et c'est ça ce qu'on appelle un peu l'épargne, c'est-à-dire qu'on va faire le moins d'examens possible pour arriver à un diagnostic de certitude et ensuite éventuellement moléculaire. Donc quelques exemples d'anticorps très spécifiques dont on vous parlera. Le DOG1, qui est un marqueur qui a été, qui veut dire Discovery on Gist. Donc c'était une protéine qui avait été mise en évidence dans le cas des tumeurs stromales gastro-intestinales, qui est extrêmement spécifique de ces tumeurs et qui est retrouvée uniquement dans ces tumeurs. Donc quand on a une positivité avec DOG1, on sait que c'est une giste, on peut l'affirmer. On va ensuite faire les recherches moléculaires attenantes, mais ce sera plus pour la prise en charge thérapeutique et plus trop pour le diagnostic. Le
MUC4. Alors MUC4, c'est une protéine d'expression, pareil, qui est très spécifique d'un sarcome qui s'appelle le sarcome myofibroblastique de Bagrad. D'ailleurs, c'est pas fibroblastique, c'est myofibroblastique de Bagrad. Le STAT6, donc vous entendrez également parler, qui est spécifique des tumeurs fibreuses solitaires, qui sont vraiment quelques marqueurs très spécifiques. Donc ça, c'est quelques exemples. Après, on a pas mal de tumeurs qui n'ont pas de marqueurs spécifiques, mais qui vont avoir une conjonction d'éléments positifs et d'éléments négatifs qui vont nous faire arriver à une possibilité diagnostique. Donc je vous ai mis des marqueurs très fréquents. L'A1 sont les marqueurs épithéliaux. Le CD34, c'est un marqueur qui est à la fois vasculaire, mais également un peu d'immaturité. Pardon. Et un exemple d'INI1, qui est ce qu'on rencontre dans les tumeurs rhabdoïdes, où on retrouve une perte d'expression. Dernière chose, je vais quand même parler un petit peu de la biologie moléculaire, parce que actuellement, dans les tumeurs des tissus, on ne peut pas faire un diagnostic sans... On a du mal maintenant à faire un diagnostic pour plusieurs pathologies sans avoir de la biologie moléculaire formelle. Donc je vais être assez simple sans trop empiéter sur le prochain topo, juste pour vous illustrer des grandes idées. Donc comme on le disait, dans les tumeurs des tissus mous, la moitié présente des anomalies complexes, généralement qu'on ne va pas rechercher, parce qu'elles ne sont pas récurrentes, et de l'autre côté, des anomalies simples qui sont généralement spécifiques, donc c'est à peu près la moitié des cas. Donc ça, c'est assez simple. Il y a 3 types d'anomalies qui existent. Des translocations réciproques, on va voir, c'est juste des échanges de matériel chromosomique entre deux chromosomes, entre deux parties de chromosomes qui vont juxtaposer des 2 gènes qui normalement ne se connaissent pas et qui vont entraîner généralement une activation oncogénique particulière. Ensuite, vous avez des mutations activatrices, des mutations inactivatrices et des amplifications simples. Je vais vous illustrer quelques cas. Donc les translocations, c'est des échanges de matériel chromosomique, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une cassure au niveau de 2 chromosomes différents, et chacune des parties va se recoller à un autre endroit, et vous allez avoir juxtaposition de 2 gènes qui ne se connaissent pas normalement, et qui vont généralement activer ce qu'on appelle des transcrits de fusion, des protéines de fusion qui vont être généralement eux-mêmes des oncogènes, de nouveaux oncogènes. Donc, je ne vous montre pas toute la liste. Elle n'est même pas exhaustive ici. Il y a énormément, il y a plus d'une centaine de translocations assez spécifiques, et on en découvre pratiquement, je veux dire, pas un tous les jours, mais sans que ça fasse maintenant des entités spécifiques, mais on retrouve des anomalies vraiment très fréquentes encore dans des tumeurs rares, particulièrement dans les tumeurs pédiatriques qui sont en cours de démembrement. Un des gènes dont on parlera, qui est fréquemment réarrangé, c'est le gène EWSR1 qu'on voit typiquement dans les sarcomes d'Ewing, mais le réarrangement EWSR1 est présent dans plus de 10 en fait, types histologiques différents de sarcomes. Donc le réarrangement WSR1 n'est pas spécifique non plus d'une entité, et il faut l'associer à la clinique, à la morphologie et à l'immunohistochimie. Donc bon, je vous passe toutes ces lésions. Là, ça c'est un qui est sorti il n'y a pas longtemps, que je vous ai mis en août 2019. C'était des réarrangements du gène TFCP2, donc qui permettait en fait de classifier en fait un nouveau type de rhabdomyosarcome qui s'appelait épithélioli à cellules fusiformes. Donc je vous dis, on est en train encore de continuer à démembrer des cas de plus en plus rares de tumeurs. Alors, des choses que vous verrez un peu plus, les mutations activatrices, donc ça, on vous en reparlera de manière spécifique. C'est essentiellement les tumeurs stromales gastro-intestinales qui sont présentes qui sont présentes au niveau des tumeurs de type GIST, avec des mutations de KIT, PDGFRA, éventuellement de SDH et de BRAF. Les tumeurs desmoïdes, donc qui présentent des mutations du gène CTNNB1, c'est important de rechercher systématiquement cette mutation, même quand on a un aspect morphologique typique de tumeur desmoïde, car ça entraîne une prise en charge thérapeutique très particulière, dont vous parlera, je pense, Sylvie, et qui est souvent plutôt de la désescalade maintenant thérapeutique même. Donc c'est important de l'affirmer. Des mutations activatrices, alors ça c'est moins fréquent, il y en a 2 types, ce sont les tumeurs rhabdoïdes avec des inactivations bialléliques du gène INI1 et des sarcomes thoraciques SMARCA4 déficients. Alors ça c'est une entité qui a été très récemment décrite par d'ailleurs un membre du groupe sarcome français sur des tumeurs thoraciques spécifiques. Amplification simple, alors ça vous avez déjà dû en entendre parler, c'est essentiellement donc les liposarcomes bien différenciés et dédifférenciés. Ce n'est pas non plus spécifique parce que comme vous voyez ici, les amplifications d'MDM2 et de CDK4 en fait sont présentes dans 2 autres types de sarcomes qui sont les sarcomes intimaux, donc c'est les sarcomes des parois cardiaques, et les ostéosarcomes parostéales. Donc c'est-à-dire que si on vous montre une amplification simple d'MDM2, vous ne pouvez pas faire le diagnostic si on ne vous dit pas vous êtes sur une tumeur intracardiaque, vous êtes sur une tumeur osseuse ou vous êtes en intramusculaire au niveau d'un tissu adipeux.
Donc ça, c'était pour vous illustrer juste un exemple de ce qu'on fait en pratique en quotidienne en fiche. C'est-à-dire que pour mettre en évidence cette amplification d'MD-MD, on utilise des techniques de fluorescence. Et donc, alors c'est souvent assez joli, c'est-à-dire que vous avez un point rouge, un point vert, ce qui correspond à chacun des allèles en fait, des chromosomes. Et dans une amplification du gène MD-MD, au lieu d'avoir juste 2 points verts, vous avez une myriade de points verts qui montrent en fait l'amplification du gène. Donc, comme je vous dis, associé aux données cliniques morphologiques et immunohistochimiques, vous pouvez faire le diagnostic à ce moment-là, soit de l'hyposarcome, soit d'ostéosarcome parostéal, soit de sarcome intimal. Les anomalies complexes, donc je vais aller assez vite parce qu'en fait, pour l'instant, ce sont des tumeurs pour lesquelles il n'y a pas finalement d'événements oncogéniques qui soient récurrents. C'est essentiellement dans ce qu'on appelle les UPS ou sarcomes indifférenciés, les légumiosarcomes, les tumeurs malignes des gaines des nerfs périphériques ou MPNST, et les angiosarcomes, à l'exception de ceux qui sont en territoire irradié, qui ont une génomique très particulière. Je vais juste maintenant vous parler un petit peu du grading histologique, qui est un élément qui est vraiment indispensable pour la prise en charge des patients et pour les indications thérapeutiques derrière. Une fois qu'on a fait le diagnostic de sarcome, qu'on a typé notre sarcome, qu'on a dit c'est tel type de sarcome, on va faire du grading. Donc le grading, c'est quoi? C'est un moyen d'évaluer le risque finalement d'évolution et de métastase et d'agressivité de la tumeur. Dans les sarcomes, il y a 2 items qui sont pris en compte généralement par les oncologues, qui sont le type histologique. Il y a certains types histologiques qui en eux-mêmes vont être plus agressifs. Par exemple, les liposarcomes myxoïdes, quel que soit le grade, on sait que ce sont des tumeurs qui vont avoir un potentiel métastatique plus important. Mais certains types histologiques, finalement, ne sont pas prépondérants et on va avoir besoin de ce grading. Ce grading va évaluer donc le degré de malignité, le degré d'agressivité finalement de la tumeur et son potentiel à faire des localisations secondaires. Et ça aussi permet de guider le traitement. Donc le grading histologique, dans l'OMS 2013, il y a 2 gradings qui sont reconnus. Il y a le grading du NCI, qui est un grading nord-américain, alors que pas grand monde utilise en fait, et parce qu'en fait il n'est pas très reproductible, et en termes prédictifs, il est beaucoup moins bon que ce que fait le grading français, qui est le grading de la FNCLCC, qui est un grading qui est internationalement reconnu, qui est qui est reproductible, et qui permet de séparer finalement en fait, les tumeurs, comme je vais vous montrer après sur des courbes de survie, entre des tumeurs de bas grade, dites de grade 1, versus des tumeurs de haut grade, de grade 3, qui vont avoir une évolution métastatique importante. On se base sur quoi? Alors sur des critères qui sont purement morphologiques. C'est un grading qui a été fait il y a plus de 30 ans par notamment l'équipe de Jean-Michel Coindre, donc dans les années 80 et du groupe Sarcome français. C'est un grading qui repose sur trois choses. La différenciation de la tumeur, est-ce qu'elle ressemble à du tissu normal ou pas? Plus elle ressemble, plus elle va être bien différenciée. Moins elle ressemble, plus elle va être indifférenciée. Ce qu'on appelle le compte mitotique, c'est-à-dire on va évaluer le nombre de mitoses sur une surface tumorale précise. Et ensuite la présence de nécrose. On additionne ces scores et on obtient donc un grade 1, 2 ou 3. Donc grade 1, bas grade, grade 2, grade intermédiaire et grade 3, haut grade. Ça sert à quoi? Mince. Ah, j'ai pas les courbes, mince, il me manque une courbe. À droite, il aurait dû y avoir une courbe, en fait, qui est la courbe initiale qui avait été faite, le groupe Sarcome, sur plus de 1500 patients, où, en fait, les tumeurs de grade 1 vont avoir une évolution on va dire une survie globale de l'ordre de 90%, versus les tumeurs de grade 3 qui vont avoir une survie de l'ordre de 50%, et les grades 2 qui vont avoir une survie de l'ordre de 70%, donc intermédiaire entre les deux. Le problème de ce grading, bien qu'il soit internationalement reconnu et que tout le monde l'utilise pour la prise en charge, c'est qu'il y a beaucoup de tumeurs de grade 2 et les oncologues n'aiment pas les tumeurs de grade 2 puisque c'est un grade intermédiaire et finalement c'est un entre-deux et ils ne savent pas trop comment les prendre en charge. Donc c'est un problème de ce grading. Ça aurait été mieux d'avoir un grading, on va dire, binaire, haut grade, bas grade. Ce serait quand même plus facile pour la prise en charge. Le problème du grade également, c'est qu'il y a des problèmes de reproductibilité d'un pathologiste à un autre. Il y a encore des discordances qui existent. Le problème, c'est que ce grade a été fait également sur des pièces opératoires, donc c'était il y a plus de 30 ans, et que maintenant, le standard, comme on vous l'a dit, c'est la microbiopsie. Donc il faudrait refaire finalement sur 1500 patients exactement la même chose pour voir si le grade s'applique toujours. Donc c'est un petit peu problématique. Et enfin, le grade de la FNCC ne s'applique pas à tous les sarcomes, notamment par exemple, théoriquement, les MPNST, ça ne s'applique pas. Il y a plusieurs, les légumiosarcomes utérins, ça ne s'applique pas non plus. Enfin, il y a plusieurs sarcomes pour lesquels le grade n'est pas reconnu comme étant prédictif. Donc c'est pour ça que ça a été développé à partir de 2010 par alors je vais aller un petit peu vite, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce qui se fait actuellement.
ce qu'on appelle le grading moléculaire. Alors c'est un grading qui est basé, en fait, qui a été développé par l'équipe de Frédéric Chibon, initialement en 2010 à Bergonié, qui se basait sur ce qu'on appelle une signature transcriptomique, c'est-à-dire c'est l'expression, c'est le profil d'expression en fait de 67 gènes qui sont impliqués dans ce qu'on appelle le contrôle mitotique et l'intégrité chromosomique. Ces 67 gènes en fait sont reflets d'une sorte d'instabilité chromosomique et on sait de manière globale, que ce soit dans les sarcomes et dans d'autres tumeurs également, que l'instabilité chromosomique c'est un rôle moteur dans la diffusion métastatique. On a pu montrer, donc, enfin, ils ont montré en 2010 que ce grading moléculaire, comme vous pouvez le voir sur les courbes de survie à droite, que c'est un facteur prédictif de survie de métastase. Ils l'ont testé dans plein de types de sarcomes, des sarcomes monotones, des sarcomes indifférenciés, et ça marche très bien. Et surtout, ça split en fait les tumeurs en deux catégories, des tumeurs qui vont bien évoluer, entre guillemets, en bleu, versus les tumeurs qui vont mal évoluer en rouge. Donc, en termes de traitement aussi, de prise en charge, c'est beaucoup plus binaire et beaucoup plus simple à envisager. Et dernière chose, ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'ils ont comparé le grading de référence de la FNCLCC versus ce grading moléculaire, et ils ont pu montrer que la valeur pronostique de SynSarc était meilleure, comme vous pouvez le voir à droite, que le grading de la FNCLCC. Ils ont pris exactement les mêmes cohortes, et vous voyez sur la cohorte de droite, en fait, effectivement le grading split, effectivement les deux tumeurs, alors que sur la colonne de gauche, non, parce qu'en fait, probablement, la puissance n'est pas assez bonne du grading de la FNCLCC. Donc, c'est pour ça qu'a été développée finalement cette technique et qu'on a essayé de voir si on ne pouvait pas l'appliquer, on va dire, au jour le jour pour les patients. Le problème, c'est que cette technique, qui a été mise au point donc, en 2010, était mise au point sur du matériel congelé, dont on dispose très peu en fait en pathologie. Hein. Il y a, on va dire, entre 10 et 20% peut-être des tumeurs conjonctives qui sont congelées, donc ce n'est pas suffisant pour que ce soit utilisable en routine. Et surtout, la technique qu'ils utilisaient, c'est une technique de type micro-arrêt, qui est une technique qui est plutôt du domaine de la recherche et qui n'est pas disponible en laboratoire. Donc l'objectif qui a été fait là sur plusieurs années a été la mise au point en fait, de cette technique sur du matériel FFPE. FFPE, c'était un matériel qui est donc fixé en formol et inclus en paraffine. C'est ce qu'on fait lorsque les matériels est biopsié, on le fixe en formol et on l'inclut ensuite en paraffine. Le problème de la paraffine, enfin le problème du formol, c'est que ça va fragmenter en fait tous les acides nucléiques et donc le matériel est de plus mauvaise qualité. Et donc l'objectif était de mettre au point ce SynSarc sur du matériel qui venait en fait du pathologiste et par des technologies qui étaient plus accessibles par un laboratoire de pathologie. Et donc c'est ce qui a été fait et mis au point par une technique qui s'appelle le nanostring, qui est utilisé si vous faites un petit peu de sein pour le profil prosigma dans le sein. C'est la même technologie. Et donc actuellement, c'est une technique qui va être testée dans un PHRC qui va commencer d'ici quelques mois pour guider finalement le traitement néoadjuvant des patients. C'est-à-dire qu'ils vont être évalués selon SynSarc. S'ils sont en bas risque, ils vont avoir un traitement standard versus au risque, ils vont avoir un traitement néoadjuvant pour voir si effectivement c'est un bon moyen de sélection finalement des patients qui vont mal évoluer. Alors quelques messages à retenir. Je voulais reparler vraiment du réseau, du fonctionnement du réseau, donc du réseau NetStar, qui est un réseau structuré, qui est pluridisciplinaire, qui est vraiment fondamental et qui est présent sur tout le territoire. Appuyer sur le fait que le diagnostic donc, pathologique est extrêmement complexe parce que c'est rare et parce qu'il y a énormément d'entités et qu'il faut le faire une relecture systématique qui est indispensable par un pathologiste référent du groupe avant toute prise en charge thérapeutique. Le diagnostic pour une pathologie doit nécessiter donc une intégration qui est combinée des données cliniques, morphologiques, immunohistochimiques et moléculaires, qu'actuellement le grading histologique de la FNCC est un grading de référence pour l'évaluation du pronostic, mais qu'il existe une émergence d'autres moyens d'évaluer l'évolution possible des patients et leur pronostic, avec notamment ce grading moléculaire dont on en reparlera probablement avec les résultats du PHRC.